C'est pas juste en te coupant un ou deux doigts que ça réglera notre histoire. J'ai toujours eu le goût des symboles forts. Et Pour m'excuser, je vais couper ma source de plaisir. c'est-à-dire? Bouh! Ouais, non, laissez tomber, c'était une idée de merde. Donc bonsoir, je m'appelle Mathis Duré et nous sommes en route pour la nouvelle vidéo des archives sur le mois d'octobre 2025. Essayons d'oublier cette intro un petit peu pathétique et concentrons-nous plutôt sur les films. Le premier c'est Strange Darling de JT, le mec travaille sur France 2. Molner, ses nerfs sont mous. Bon bref, le film je lui ai mis B+, c'est un thriller psychologique où nous suivons une femme qui se fait poursuivre par un mec déguisé en bûcheron avec un fusil de chasse, ainsi qu'une omniprésence de rouge. Le point important du métrage c'est surtout le fait qu'il soit chapitré et qu'il est raconté dans un ordre aléatoire. Genre le chapitre 2 il est avant le 4 et après il y aura la 1 etc. Ça joue sur nos attentes et c'est quand même pas mal, ça apporte beaucoup d'éléments de surprise, vu que des persos qui sont présentés d'une telle façon peuvent très bien évoluer en fonction de l'ordre des scènes, c'est intéressant. Juste légèrement déçu que ce soit aussi prévisible, c'est pour ça qu'il est pas spécialement plus haut. A contrario, des gens comme Christopher Nolan, n'en déplaise aux puristes, réussit beaucoup mieux à nous faire passer ces éléments de façon subtile, comme avec son Memento. Mais non, ça reste un super thriller que je conseille évidemment. Le prochain film, c'est un simple accident de Jafar Panahi, et couronné de succès, vu que ce sera la première Palme d'Or que je traiterai dans cette série, je crois. En tout cas, Jafar, c'est un très grand réalisateur iranien, et la question que beaucoup se sont soulevées après avoir vu le film, c'est est-ce que la Palme d'Or a été décernée parce que c'est Jafar ou parce que le film est super? Je ne sais pas, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé, je lui ai mis A. C'est sûr que c'est pas la Palme d'Or du siècle, c'est pas Taxi Driver ou Apocalypse Now ou même Parasite, mais ça reste un super film et qui pose plein de questions assez intéressantes. Ce sera une histoire de vengeance un peu particulière. On va suivre un homme lambda, mécanicien, qui par le passé avait été emprisonné par les autorités iraniennes et torturé, et un jour par hasard il rencontre le chef de ces tortionnaires. Il décide naturellement de le kidnapper et va pour le tuer, mais sur le coup il a un doute. Il n'est pas exactement sûr que ce soit lui, parce que quand il était prisonnier des autorités iraniennes, il avait les yeux bandés. Concrètement, il a simplement reconnu son bruit de pas. Ainsi, le reste du film, ça va être lui essayant de prouver qu'il s'agisse bien de son ancien tortionnaire. Il va notamment rencontrer d'autres de ses victimes. Ils vont former un petit groupe qui va être le centre d'attention du film et qui découlera toutes ses meilleures scènes. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que ça peut être à la fois drôle ou tendre, touchant. Le mélange des genres à ce niveau-là est parfaitement bien fait. Et comme toutes ces interactions sont quand même très nombreuses, je vais pas forcément m'étaler, essayer de toutes les signifier, vu qu'elles sont assez simples à comprendre, il suffit de voir le film, donc vous voyez-le. Après, ce que j'ajouterais, c'est que moi, dans les films, ce qui me plaît beaucoup, ce sont surtout les personnages, et là, ce film, c'est sa plus grande qualité, ils sont tous très attachants, donc ce qui fait que j'adore ce film, mais que je peux comprendre qu'on puisse être déçu en tant que Palme d'Or. Voilà ce qui clôt le film. Et là, nous allons rentrer dans le thème du mois, vu qu'on va parler de Vendredi 13, de Sean S. Cunningham. C'est un mec qui a fait rien d'autre que Vendredi 13, et donc oui, étant donné que nous sommes dans le mois d'Halloween, je me suis dit que j'aimerais retaper quelques classiques de l'horreur que je n'avais pas encore vu. Et donc croyez-le ou non, je n'avais jamais vu Vendredi 13 avant. On sera parsemé de ça durant toute la vidéo. Et donc vendredi, c'était pas forcément ouf, je lui ai mis C+. Faut savoir que je suis pas le plus grand fan des slashers. Il y a vraiment que les Griffes de la nuit et Scream que j'arrive à apprécier pleinement. Et donc vendredi, il fait vraiment très Halloween, mais en un peu mieux. Je suis vraiment pas fan d'Halloween, je le redirai plus tard. Mais là, je dirais ce qui permet de sauver le film, c'est surtout son antagoniste, donc qui est, si vous avez vu Scream, n'est pas Jason Voorhees, mais sa mère. Et justement, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas, contrairement à ce que Jason va devenir dans les films futurs, un gros plagiat sans saveur de Michael Mayer, mais bien Pamela Voorhees, son propre personnage, sa propre individu, qui est devenu folle après que son fils se soit fait noyer parce que les monos ont battu la rate, alors elle les tue tous. Voilà, je trouve ça quand même un peu plus profond que « Oh là là, j'ai un masque, un couteau, je fais peur », qui elle d'ailleurs n'est pas immortelle, hein, contrairement à tous les méchants de films d'horreur, elle ne revient plus jamais, je crois, j'ai pas encore vu les suites, mais ça m'étonnerait grandement. Après, le reste du film, c'est assez pauvre, hein. Les persos sont pas super attachants, les mises en scène horrifiques peuvent réussir à plaire, mais c'est surtout par rapport au twist, je dirais.
dirais. Et non, c'est... ouais, bateau. Il y a bien le très fameux jumpscare de fin qui est toujours efficace, même si depuis il est trop connu et donc il ne fait plus peur, mais qui est qu'à moitié assumé. Je vous laisserai découvrir ça si vous n'avez pas encore vu le film. Mais voilà, et puis aussi le côté vendreditrage du titre, ça apporte vraiment rien. Autant le fait que ça se passe à Halloween dans Halloween, ça joue son importance, mais là... c'était vraiment juste pour surfer sur la vague. Le fait que ce soit un titre qui rappelle une fête ou équivalent, quoi, vous voyez. Il n'y a pas que Vendredi 13 qui a fait ça, hein, parce qu'il y a des films sur le 1er avril, si vous saviez pas, qui ont l'air nuls à chier. Mais c'est fini pour cette revue de l'horreur. Et de classique vers un autre classique, et un peu mieux quand même, c'est Nouvelle Vague, de Richard Linklater, le réalisateur de la trilogie Before, et dont son film n'est pas à proprement parler un classique, mais va parler d'un classique. C'est effectivement le film sur le tournage de À bout de souffle de Jean-Luc Godard, grand classique du cinéma français, hein, et un pilier un peu de la Nouvelle Vague, et je lui ai mis S parce que clairement j'ai beaucoup trop kiffé ce film, c'est le meilleur de l'année pour l'instant je pense. Je sais que j'ai dit ça pareil pour Sinners, mais là j'ai peut-être même encore plus. J'adore tout ce qui se passe dans le film, j'adore son ton, son humour, ses dialogues, le fait qu'on ait le sentiment d'une troupe qui se forme pour faire un film quoi, c'est des sentiments que j'adore. Toutes les interactions de Godard sont vraiment champ max, surtout que c'était l'époque où c'était pas encore tout à fait un gros connard, et bien sûr tout le reste, Jeanne Seberg, Belmondo, etc. En plus ils sont tous vraiment très bien castés, on y croit, ce que je veux dire. Bon, Belmondo on l'a vu dans tellement de films que c'est assez difficile à refaire, et pour le reste ça passe nickel. Il y en a qui se sont plaints parce que c'est une publicité assez mensongère. On dit que c'est un film sur le tournage de À bout de souffle, dans le style de À bout de souffle, mais à part le fait que ce soit en noir et blanc, il n'y a pas vraiment de truc à la Godard là-dedans, parce que Godard ne pourrait tout simplement pas réaliser de biopic, c'est pas dans son style, parce qu'il faut être fidèle à une réalité, alors que Godard lui il tournait au jour le jour sans vraiment de script, c'est pas compatible. Donc oui, on peut être un peu déçu par ça, mais il faut pas se retenir pour autant, c'est vraiment un super film. Si vous êtes fan de cette période, il y a tout le gratin, le name dropping des gens des cahiers du cinéma est ahurissant, et puis c'est un film qui parle de l'amour du cinéma et cette envie de créer sans considération. J'ai tellement pris un pied monstre là-dedans que je m'en fous. Le film suivant sera un poil plus galère d'en parler vu que c'est un documentaire. C'est pas le type de cinéma que j'affectionne le plus à la base. C'est Soundtrack tout au coup d'état de Johan Grimont-Pré. Donc sur quoi va-t-il porter? Sur le Congo et notamment sa quête d'indépendance. Période que à titre personnel je ne connais absolument pas, donc c'est d'autant plus intéressant. Il va notamment beaucoup se centrer sur Patrice Lumumba qui a été le premier ministre de la République démocratique du Congo et un acteur important sur l'indépendance, considéré comme un héros national. Il a été assassiné aussi. Bon bref, c'est un personnage historique qui m'était totalement inconnu là encore, donc ce qui prouve l'importance de ce genre de film. Et le film va également nous montrer l'importance qu'énormément de musiciens ont eu. Celui qui m'est plus resté en tête, je pense que c'est Louis Armstrong. Ce que je dirais surtout sur le film, c'est que le rythme est excellent, on s'ennuie pas malgré les 2h30. Il y a un peps et une dynamique très efficace, ça foisonne d'idées visuelles. Seulement ça apporte un léger défaut je trouve, c'est qu'on retient pas non plus grand chose, à titre personnel évidemment, parce que ça va un peu trop vite, surtout quand c'est des périodes comme celle-ci que je ne connais pas du tout. Mais ça donne envie de revoir le film et de s'intéresser à ce sujet. En soi, c'est un documentaire réussi. Je vous invite très volontiers à le voir, il est encore dispo au cinéma il me semble. Foncez-y parce que c'est quand même important de se plonger dans ce genre de mouvement historique. Bon, un autre documentaire qui est un petit peu moins important si je puis me permettre, c'est Au boulot de François Ruffin et Gilles Perret. Bon, Ruffin vous connaissez probablement, l'homme politique avec ses slogans ad nauseam, et Gilles Perret c'est un de ses potes réalisateurs. Le concept du film est amusant, c'est Sarah Sandman, grand avocat de renom qui est surtout connu dans le grand public pour dire des conneries avec Pascal Praud, va essayer de relever le défi que François Ruffin lui avait proposé dans une de leurs émissions, à savoir de travailler avec les gens de la classe moyenne. Voilà, et dans l'affiche c'est marqué réhabilitons les riches, c'est un peu marrant. Par rapport à ça, ce qui est le plus drôle quand même, c'est en vrai ce qui se passe après le film, donc les nouvelles prises de position de Sarah Sandman, notamment quand elle se fout de la gueule de Pascal Praud, parce que c'est quand même toujours drôle de se foutre de la gueule de Pascal Praud, ça fait plaisir. Sinon dans le film on sent clairement que ce prisme est juste une excuse pour pouvoir parler des gens dans le besoin, donc que ce soit les livreurs, les auxiliaires de vie ou les électriciens et tout un tas de joyeuseries, en essayant de les mettre en lumière et en leur donnant un genre de respect dont la société les a démunis. Donc pour ça il y a des moments qui sont très beaux. La réalisation, bon c'est un documentaire, c'est pas évident, mais ça reste quand même assez basique je veux dire. Des gens comme Agnès Varda font beaucoup mieux, et d'une manière générale ce film c'est vraiment visage village en moins bien. Mais néanmoins le sujet reste important et bien traité je veux dire. Là nous allons être de retour vers les classiques d'horreur avec Les Griffes du Cauchemar, le troisième film Freddy de Chuck Russell, le réalisateur de The Mask. Je sais que ça a l'air d'en avoir rien à voir, mais ça n'a vraiment rien à voir. Mais ce qu'il faut se concentrer c'est surtout le scénariste de ce film aussi qui est Wes Craven, le réalisateur du premier film. Enfin co-scénariste parce qu'il y a aussi Chuck, Frank Darabont, le mec qui a fait Les Évadés à la ligne verte, et Bruce Weiner, oui je sais pas qui c'est, mais en tout cas ça nous rassure et de nous faire penser que ce film va respecter l'univers mis en place dans Les Griffes de la Nuit. Parce que
dans le 2, la revanche de Freddy, c'était un petit peu le bordel. Mais ce troisième film est-il bien? Oui, j'ai adoré, j'ai mis A. Déjà les qualités, on retrouve Nessie, la final girl du premier film, et ça fait plaisir de la voir, surtout avec l'évolution de son perso qui est quand même bien. Les autres persos introduits sont tous très sympathiques, et apparemment on les revoit dans les suites, mais pas avec les mêmes acteurs, j'ai pas trop compris le détail. On a un peu de backstory autour de Freddy qui fait plaisir, et on le retrouve bien en soi, sa personnalité, ce qui montre qu'il est quand même vachement mieux que Michael Myers, mais ça on va y revenir. Mais la qualité qui frappe le plus dans ce film-ci, ce sera le visuel. Les scènes cauchemardesques sont impeccables, et génialissimes en termes de visuels qui sont moins horrifiques par contre je dois dire par rapport au premier film. Il fera moins peur mais il sera plus fantaisiste et créatif. À vous de voir qu'est-ce que vous préférez. En tout cas mon préféré moi c'est quand Freddy Krueger se la joue au marionnettiste. Le seul défaut que je peux vraiment lui accorder c'est le fait que vers la fin les capacités surnaturelles de Freddy commencent à être légèrement incohérentes par rapport au premier film étant donné que dans le 3 il a du pouvoir sur le monde réel alors qu'il pouvait pas les faire aussi frontalement dans le premier, mais sinon ça reste une œuvre vraiment très bien ficelée et tout à l'honneur du premier film. Et aussi il y a un personnage de rôliste, fan de Donjons et Dragons et compagnie, et le film se fout pas de sa gueule pour ça, c'est assez surprenant pour un film des années 80, dans le bon sens du terme. Je risque d'être légèrement moins sympathique pour notre film suivant. Quick, Jendy Tartakovsky. Alors, Tartakovsky, vous le connaissez peut-être pour la série Clone Wars, celle qui est bien hein, passée en 3D, ou Samurai Jack, mais il a aussi réalisé les films Hôtel Transylvanie, je savais pas, et il nous a gratifié d'un film Netflix cette année, qui est nul à chier putain. Le milieu, peut-être le pire film de cette année que j'ai vu, avec Minecraft, et dans celui-là il est quand même plus dégueu. C'est l'histoire d'un chien qui va se faire castrer, et du coup il fugue, parce qu'il va garder ses bollocks. Donc vous l'avez bien compris, l'enjeu principal de cette œuvre, c'est les couilles. Sinon le reste du scénario c'est cliché lent. En termes de personnages, de relations et tout le bordel, hein, c'est vraiment on devine tout à l'avance, et c'est assez insupportable. L'humour qui est le principal ressort du film est pas drôle et dégueulasse, c'est le genre de truc qui te montre des trucs trash en espérant être drôle. Mais vu qu'il n'y a pas spécialement de subtilité dans la façon dont c'est amené, de ressort comique particulier ou quoi, ou même un propos précis comme à la Sauce Park, non, là c'est juste dégueu et donc du coup ça donne plus envie de vomir que de rire. Aussi j'aime pas trop l'animation, c'est de la 2D pourtant moi je suis assez fan, mais je trouve que c'est plat en fait, les perspectives et les mouvements des personnages surtout, c'est le minimum syndical si vous voyez ce que je veux dire. La vraie seule qualité que je vais retenir à ce truc c'est sa version française, qui est de qualité, on retrouve plein de grands noms qu'on affectionne d'écouter, comme Philippe Pétieux, Christophe Lemoine qui est le protagoniste, ou Emmanuel Curtil, qui d'ailleurs dans le film a doublé de couille. Ça il faut quand même absolument que toute la France le sache. D'ailleurs c'est marrant parce que les deux pires films de l'année du coup ils ont la même qualité, à savoir avoir Christophe Lemoine. C'est cocasse comme rapport. Enfin bon c'était de la merde et j'espère ne plus jamais avoir à y voir. Autre film comique c'est Mac Walter de Simon Astier. Donc le film avec Mr V. Bon, déjà Mr V c'est un youtubeur assez connu que moi j'aime beaucoup et ses vidéos sur Mac Walter sont souvent très drôles et très recherchées en termes de gags. Et est-ce qu'en faire un film était une bonne idée? Pas vraiment. Je lui ai mis C+. Bon on va mettre les points sur les i tout de suite. Le scénario est cliché et rempli de convenances et ça se veut être une parodie donc on va dire que ça passe à peu près. Sinon durant toute la première moitié j'étais assez dedans malgré tout. Parce que l'humour fonctionnait bien, il y avait un bon rythme, un bon décalage, les auteurs étaient tout à fait bien. Bref, c'est marrant quoi, et c'est ce que veut le film. Seulement après on souffle un peu, le rythme est un peu moins bon, les gags sont plus convenus, moins travaillés, ou peut-être même tout simplement qu'on s'emmerde à force, et ça marcherait mieux dans des courts-métrages de 20 minutes qu'un film de 1h40. Parce que c'est peut-être même un petit peu trop farfelu dans la manière dont c'est mis en scène. Je trouve que par exemple les films des As, comme Les Y a-t-il un flic, réussissaient un peu à être ratés entre gros guillemets, pour qu'on ait quand même malgré tout un peu quelque chose à foutre de ces 1h30, vous voyez. Là c'est mal maîtrisé. Et à titre personnel, Simon Astier a fait bien meilleur comme réalisation. La série est encore pas un exemple. Et bon pour l'instant Mr V nous a pas donné beaucoup de grands films dans ce qu'il a fait, en tout cas dans ce que j'ai vu, parce que sinon il y avait le Banger avec Vincent Cassel qui était absolument une à chier aussi. Mais bon, on peut que espérer que ça s'améliore dans le futur. En tout cas pour l'instant le film suivant n'a non plus pas grand intérêt et encore plus plat. C'est Les Cartes du Mal de Spencer Cohen, auquel il est fils unique, et Anna Albert. Alors je sais que vous avez jamais entendu parler de ce film et que vous en tartez l'oignon, mais moi je l'ai vu un peu par hasard, je me suis dit oh pourquoi pas, j'ai décidé de regarder et effectivement c'est pas grand chose de bien. C'est des plus, film d'horreur du coup, donc on est quand même un peu dans le thème d'Halloween. Des jeunes font une soirée pour un anniversaire et ils tombent un peu par hasard sur des cartes de tarot. Ils décident de se faire prédire l'avenir parce qu'il y a une de leurs potes qui s'y connaît dans ce milieu, et après ils se font tuer les uns après les autres en fonction des prédictions qu'ils ont eues. Donc en gros c'est film basique sur 20 avec un skin de carte de tarot
Taro. C'est clairement pas folisson, et c'est peut-être même un peu plus mauvais que basique, notamment vers la fin, vu que les révélations sont un peu nulles à chier et ficelées avec le cul. Mais sinon, j'ai pas une grande haine pour ce film, ni même un grand intérêt de toute façon, donc je pense qu'on va enchaîner. J'ai vraiment tenu 4 secondes là-dedans. Et le film, ce sera Annabelle de John R. Leonetti. Donc, je sais pas si on peut considérer ça comme classique de l'horreur, mais en tout cas, c'est pour continuer la saga des Conjuring, qui m'intéressait quand même toujours autant. Mais là, on voit tout de suite ce qu'il peut faire quand ils sont moins inspirés. Je lui ai mis c'est moins, c'est pas de la grosse merde non plus. Je m'attendais à pire, honnêtement. Juste là encore, c'est assez basique. Et là, eux, je dois dire qu'ils ont quand même 2-3 idées un peu mieux. Sinon, la poupée Annabelle en soi, qu'est-ce que j'en pense vraiment? Et je la trouve pas crédible. Son design est beaucoup trop conçu pour faire peur. Et donc, on perd un petit peu le contraste avec le fait que c'est censé être un jeu pour enfants, et justement c'est un truc qui fait pas peur de base, et que c'est pour ça que ça fait peur quand on le montre faire des trucs démoniaques, etc. C'est quand même plus ou moins comme ça que fonctionnent les Chucky. Mais étant donné que je suis sympa, je vais vous conseiller quelque chose avec une poupée démoniaque qui est beaucoup mieux mis en scène et qui fait beaucoup plus peur que ça. C'est le 6ème épisode de la 5ème saison de la 4ème dimension, la toute première, qui s'appelle La Poupée Vivante. Bon, le scénario est assez convenu, mais il garde malgré tout son efficacité, qui est bien la marque de cette série. Série que j'adore au passage, et que j'adorerais pouvoir traiter un jour sur cette chaîne, et je sais pas encore sous quelle forme. En tout cas, ça clôt ma parenthèse sur les poupées. Et après cette mare de médiocrité, nous allons enfin voir un très bon film, Ichi the Killer de Takashi Miike. Miike, j'ai déjà présenté dans une autre vidéo passée, et Ichi, c'est son 2ème film le plus connu derrière Audition, et l'un de ses plus violents, peut-être même son plus violent, mais vous verrez. Je lui ai mis A+, et le scénario, nous sommes dans un milieu yakuza. Le boss d'une famille mafieuse se fait tuer par Ichi, et donc son bras droit, Kakihara, persuadé qu'il n'est pas mort, vu qu'ils n'ont pas retrouvé son cadavre, et qu'il s'est simplement fait kidnapper, va essayer de le retrouver. Et le mec de l'affiche, c'est Kakihara, c'est pas Ichi. C'est donc le film le plus violent de Miike, et c'est surtout son sujet principal, vu que Kakihara cherche justement la violence. C'est dit de façon assez claire dans le film, s'il veut retrouver son patron, c'est parce qu'il est dépendant de toute la violence qu'il lui donnait, et qu'il cherche constamment dans le film, et qu'il trouve jamais. Et c'est pour ça qu'il a une gueule comme ça, remplie de cicatrices, avec son sourire de Glasgow. Le sourire de Glasgow, si vous savez pas, c'est des cicatrices qu'on fait autour de la bouche, pour donner l'illusion d'un sourire, un peu comme le Joker dans The Dark Knight. Et Kakihara est excellent comme personnage, parce qu'il renferme tout simplement l'une des plus grandes forces du film, c'est ultra drôle. Le contraste qui est quasiment tout le temps fait avec les mecs dits normal, et lui qui est totalement timbré, qui est plongé dans ce monde de violence à tel point qu'il trouve ça normal, et juste hilarante. Et il y a une scène qui le montre très bien, c'est pour ça que je l'ai mis au début de la vidéo, c'est celle de la langue, qui est une pépite de mise en scène, je trouve. Il est donc, comme je l'ai dit, en recherche permanente de violence, et plus le film avance, plus il pensera que cette violence ultime vient de Ichi. Je vais donc le présenter, qui lui aussi est un perso assez intéressant. Il est moins drôle, son attachement vient pas vraiment de là, il avait pas vraiment d'attachement vu que c'est un peu une grosse merde, mais dans le bon sens du terme. Il est une sorte de représentation néfaste de la masculinité, vu que c'est, malgré le fait que le terme n'existait pas à l'époque, un peu un incel. Disons que j'ai pas trop envie de spoiler son développement, mais il y a un peu de ça dans l'idée, comme par exemple le moment où il croit que parce qu'il a tué le grand méchant, il peut se taper la fille sans conséquence. Je vais pas trop révéler tous les détails de cette scène, mais elle est quand même assez parlante, et qui nous montre aussi que lui, il a un rapport plus direct à la sexualité. Là où Kakihara c'est un peu montré dans les scènes BDSM, parce qu'il y en aura, qui sont d'ailleurs beaucoup plus respectueuses pour les gens qui aiment le BDSM que la fait 51 degrés, mais Ichi c'est vraiment un frustré sexuel, ça se voit dans sa première scène, et il m'évoque un petit peu le méchant de Megamind, qui était un film DreamWorks assez superbe, qui a gagné en popularité récemment, c'est bien, et ils ont le même modèle de personnage, sauf qu'il y en a un qui est plus fait pour enfants. D'ailleurs, Ichi va me permettre de faire une transition pour parler de ça, vu que le point de focalisation du film a basculé entre Ichi et Kakihara par rapport au manga, parce que dans le manga, c'est vraiment Ichi le tueur qui est le protagoniste, alors que Miike a tenu à ce que ce soit Kakihara. Il le trouvait clairement plus fascinant. Il a eu une liberté assez forte dans l'adaptation, surtout en termes de design, qui sont très crédibles, malgré leur excentricité, une chose qu'il a pas trop retenue dans Ace Attorney ou Jojo, qui est dommage, visuellement ça fait un peu chelou, et peut-être que s'il l'aurait fait, il aurait pu plus s'approprier l'univers et faire de meilleurs films. Bon, même si en vrai Ace Attorney c'est quand même pas trop mal, et Jojo je l'ai pas vu. Mais je vais terminer ma plaidoirie sur Ichi en évoquant un peu les autres personnages que j'aime d'amour. On a notamment la meuf qui parle anglais, je ne sais pas pourquoi elle parle anglais, mais c'est un truc du personnage, et toute sa dynamique avec Kakihara est délicieuse. L'ancien flic qui est devenu Yakuza, il y a toute une critique de la masculinité par rapport à lui, qui est assez subtilement amené. Le duo d'assassins vers la fin du film, ils sont hilarants. Et le grand méchant, le Manitou, le manipulateur de Ichi, qui sert surtout à nous montrer que c'est un personnage facilement influençable, et le film veut pas mal le ridiculiser. Je vous laisserai comprendre pourquoi. Mais sinon voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce superbe film. Juste, si vous voulez le voir, je vous préviens qu'il est vraiment très violent. Il y a pas mal de scènes où même
même si c'est fait dans un esprit bon enfant et comique, c'est assez dur, notamment par rapport à beaucoup de violences faites aux femmes qui sont faciles et pas vraiment nécessaires. Ce serait vraiment l'une des plus grosses critiques que j'aurais à faire à ce film, mais je vous jure, faites-moi confiance, ça vaut le détour. Après ce florilège de violence, essayons de revenir à une période plus calme et serein, telle que la Seconde Guerre mondiale. Ouais, je sais pas où je vais avec cette intro. Ce que je veux dire, c'est qu'on va parler de La Vache et du prisonnier d'Henri Verneuil, qui est effectivement un film sur la Seconde Guerre mondiale. Je vais nous parler d'un Français prisonnier de guerre en Allemagne qui a vraiment existé, joué par Fernandel, qui décide de s'évader, de repartir en France, et pour cela, il va se faire passer pour un fermier se baladant avec sa vache. Donc, d'où le titre. Je lui ai mis B, c'est pour une raison assez simple. L'histoire en soi est assez cool et prenante, un peu originale, seulement le film a pas vraiment une ligne directive assez claire, dans le sens où on a surtout l'impression de voir une succession de sketchs qui sont quand même dans la globalité tout très bien, mais sans vrai fil conducteur, ça fait un peu un vrai film en tout cas pour moi. En dehors de ça, c'est vraiment superbe. Fernandel est incroyable comme à son habitude et son amitié avec la vache transparaît dans le film, c'est super. Les scènes peuvent être légendaires par moments, comme les Allemands sur le pont par exemple, ou la scène de famille qu'il y a à la moitié du film. Tout ça transparaît de la réalité de la guerre pour les gens un peu plus civils, surtout en Allemagne, et qui nous permettent de nous sortir un peu du gros cliché de allemand et calme méchant, pour nous montrer que dans le tas il y avait aussi des gens normaux. J'espère que ça fait pas négationniste comme façon de le dire. Et puis aussi la scène de fin, elle est hilarante. C'est assez court comme critique et assez simple. En même temps, le film est simple lui-même, donc c'est raccord. Bon, après cette tendresse bovine, nous allons retourner dans le sang et les tripes avec le massacre à la tronçonneuse numéro 4 de Kim Henkel. Donc auparavant, vous m'avez pu m'entendre dire que je n'aimais pas forcément beaucoup les slashers, hormis les Griffes de la Nuit et Scream, donc les trucs faits par Wes Craven. Mais il y en a un autre que j'affectionne aussi également, c'est le premier massacre à la tronçonneuse, qui est même énormément haut dans ma liste de mes films d'horreur préférés, et que je considère pas tout à fait comme un slasher. Pour moi, les slashers, ça a vraiment commencé avec Halloween, et avant, c'était pas autant codifié dans le style. Surtout que Massacre à la tronçonneuse a une qualité, c'est que le gros méchant a une personnalité, lui. Mais bon, je vais parler d'Halloween dans pas longtemps. Attendez. Bon, le numéro 4, qu'est-ce qu'il a, lui? C'était de la merde. La question, c'est comment c'est possible de foirer à ce point? Parce que avant ça, on a eu Massacre à la tronçonneuse 2 et 3, qui eux aussi étaient pas mal pathétiques et nazes, mais ils avaient tout de même suffisamment de bons points pour se dire globalement que ça aurait pu être des bons films. Ça aurait pu. Mais lui, oubliez tout ça, vous allez juste désespérer devant la nullité. Bon, premier point, ça reprend vraiment au mot près quasiment le scénario du premier film, mais même les scènes de meurtre sont les mêmes, alors que même le 2 et le 3 essayaient de varier un petit peu. Deuxième point important à retenir, la réalisation ne fonctionne pas. Et par réalisation, je veux également dire les costumes. Bon, je vais redire que c'est basique comme je dis 50 fois dans cette vidéo, mais c'est basique, c'est pas trop recherché. Ça a beau pomper le premier film, il retrouve jamais la splendeur, notamment dans l'aspect crasseux du visuel. C'était un des trucs qui fait que Massacre à la tronçonneuse c'était au-dessus de pas mal de films d'horreur. Et aussi, c'est beaucoup trop éclairé, quitte à être pas crédible. Hein. Genre, à un moment, nos persos sont dans une forêt, ils ne voient pas parce qu'il fait sombre, mais tout est éclairé. Bon, c'est quand même spécial de dire que le défaut d'un film, c'est qu'on le voit, mais c'est un film d'horreur au bout d'un moment. Je veux dire, vous imaginez, vous, si le xénomorphe dans Alien était montré en plein jour? Ce serait ridicule. Troisième point, la continuité. Et là, faut que je m'étale un peu. Bon, dans le premier film, à la fin, le mec avec la tronçonneuse, là, vous savez, se prend un coup de tronçonneuse dans la jambe droite. Dans le deuxième film, il n'a aucun souci, mais il se prend un coup de tronçonneuse dans le bide. Et genre, vraiment, il devrait être mort. Dans le troisième film, il est toujours là, mais il a sa blessure du premier film. Je sais pas comment il l'a eu. Et il a aucun souci au ventre, au passage. Et dans le quatrième film, il n'a ni sa blessure dans la jambe, ni dans le ventre. De toute façon, la continuité des massacres à la tronçonneuse, ils sont clairement pas cassés le cul. Hein. Vu qu'on parlait des Leatherface, autant entrer dans le vif du sujet sur les personnages. Bon, dans le premier film, ils ont pas vraiment beaucoup de personnalité. Là, ils en ont un peu plus, mais ils sont nuls et un peu trop insupportables. Donc, je préfère quand même légèrement qu'ils ont fait dans le premier. Les antagonistes, parce que comme dans les précédents films, ce n'est pas que les Leatherface, le gros méchant, mais bien sa famille autour. En vrai, c'est peut-être l'une des meilleures qualités du film. Disons que eux, ils peuvent se démarquer par rapport aux autres membres de la famille des films d'avant, et ils pourraient passer comme bon antagoniste, étant donné que c'est un peu la seule vraie menace du film, vu que les Leatherface ne sert à rien. Je vous jure, c'est insupportable. Pour quelqu'un comme moi qui adore le personnage du premier film, le voir déjà en étant ultra moche, la crédibilité de son masque fait de peau de chair. Dans le premier film, on y croyait parce qu'on avait vraiment l'impression que c'était une texture de peau desséchée, de vrai cuir, quoi. C'est comme ça qu'il s'appelle à la base, hein. Laser, ça veut dire cuir. Là, c'est du latex et ça se voit à 2000%. En plus, son aspect différents costumes, parce que ça, c'est un truc que j'aimais bien dans le film. Ils ont voulu reprendre le fait que Leatherface change de masque et de d'habit en fonction de ses besoins, contrairement aux 2 ou 3 où il a toujours la même tenue. Mais là, c'est juste pour reprendre exactement
ceux en version moche du premier film. Je me suis dit, quitte à faire une suite, autant donner de la variété. Mais bon, c'est pas grave. Continuons un peu sur les personnages et surtout parlons de leurs interprètes. Ils sont nuls. Et ils sont pas tous nuls de la même façon, c'est un peu spéciaux. Par exemple, il y a Renée Zellweger, oui, il y a Renée Zellweger dans le film, qui est sous Xanax, ou un perso du Roi et l'Oiseau, je sais pas. Et à contrario, Matthew McConaughey, oui, il y a Matthew McConaughey, en fait 10 000 fois des tonnes, ce qui est un peu marrant, je conçois. Mais le vrai sujet que j'ai envie d'aborder là-dedans, dans toute cette marre de ce film, c'est ce qui arrive vers la fin. Donc je vais spoiler en battant la rate. Le film nous révèle qu'il existe une société secrète, attendez-vous, hein, qui met en place des familles cannibales pour faire connaître la terreur aux gens. Hormis déjà le fait que je vais évidemment mettre la blague du ils ont pris de la drogue MDR, mais aussi surtout ça va totalement à l'inverse de l'esprit réaliste du premier film, qui voulait nous montrer que des personnes qui peuvent paraître normales sont en fait des gros psychopathes et des tarés. Nous sortir les Illuminati ou une connerie du genre, ça fonctionne pas trop avec. Hein. Et point bonus, le mec de l'organisation secrète est français. Et il est Figaro aussi. Pourtant, Kim Henkel, le réal du 4ème, c'est également le scénariste du premier film. On pourrait s'attendre à ce qu'il ait compris le sens de ce qu'il avait écrit, mais non. Il a juste repompé exactement le même film, mais sans son message. C'est quand même assez fort. En gros, j'ai pas aimé. Mais bon, si vous voulez en savoir plus sur ce film, je vous conseille l'excellente vidéo de Ratel Rock, collègue youtubeuse si je peux dire, qui a d'ailleurs fait sur toute la saga Massacre à la tronçonneuse. Elle va beaucoup plus en profondeur sur tous les défauts du film et je suis sensiblement équivalent à son avis. Je vous avais dit qu'on allait parler d'Halloween et on va enfin entrer dans le vif du sujet avec Halloween 2 de Rick Rosenthal. Un inconnu, vous occupez pas de lui, dites-vous simplement que c'est produit et écrit par John Carpenter et Dedra Hill, donc les réals slash scénaristes du premier Halloween. Déjà mon avis sur Halloween, c'est pas dingos. C'est un slasher lambda et le fait que ce soit un premier n'excuse pas tout le côté lambda qu'il en ressort, parce que je trouve que ce film a vraiment rien de spécial, hormis peut-être son intro du début, qui pour le coup est super efficace, et aussi Michael Myers, donc l'antagoniste, est peu crédible je trouve, son costume, son masque, je n'arrive pas à y prendre au sérieux tout simplement, ainsi que la crédibilité du fait qu'il revient tout le temps à la vie, je pense vraiment que c'est le pire pour ça à ce niveau là. Parce que autant Freddy, lui, c'est un être surnaturel, on va dire que ça passe. Leatherface, il ressuscite entre chaque film, mais vu qu'ils prennent jamais trop en compte la continuité, il n'y a pas vraiment de ilosisme direct, on va dire. Alors que Michael, lui, c'est directement, il se prend un coup de couteau, il se prend des balles, il tombe de 20 mètres et non, il est toujours en vie. Alors que c'est juste censé être un être humain. Voilà, voilà. Et pour le 2, j'en ai pensé quoi? Je lui ai mis C-, c'est la même note que le premier film. Je vais pas vraiment avoir grand chose à dire là-dessus, en fait, ça se passe durant la même nuit, donc celle d'Halloween. Michael n'est pas mort, hein, quand même c'est surprenant, et il décide de continuer sa série de massacres. Et il va notamment s'attaquer à Laura Dern à nouveau, qui a été hospitalisée entre temps, et le docteur Loomis est toujours là, et il va servir à rien durant la totalité du film, sauf à la fin, il va essayer d'être un peu utile. Sinon c'est toujours pareil, c'est Michael qui tue des gens, en étant un peu moins logique. Autant dans le premier film, il est tué vraiment parce qu'il pratiquait le sexe, autant là c'est un peu plus pour son propre plaisir. Mais sinon mon avis globalement sur cette suite, c'était que je trouve que c'est pas non plus nécessaire. Enfin déjà je trouvais que le premier film était pas nécessaire, mais qu'il y a 2-3 mises en scène efficaces là-dedans, malgré tout. Peut-être même plus que le premier film, parce que dans le premier film, la seule mise en scène efficace, c'est celle du début. Le reste, c'est bateau. Là, il y en a un peu plus, donc je les mettrai au même niveau. Et je dirais que si vous êtes fan du premier Halloween, vous pouvez voir la suite sans trop de soucis. On retourne du côté des documentaires, avec l'histoire des canaux de Yamagawa, de Isao Takahata, qui est, au passage, le premier film qu'il a fait pour le studio Ghibli, donc avant le tombeau des Lucioles, et c'est un film en prise de vue réelle. C'est même à peu près le seul qu'ils ont fait. C'est donc un documentaire sur la ville de Yamagawa, et notamment sur le fait que c'est jonché de canaux. On appelle cette ville généralement la Venise du Japon. Bon, le documentaire est très passionnant. Takahata a vraiment un savoir-faire pour bien structurer son métrage, de la façon dont il a de nous narrer les particularités de ce village, la façon dont vivent les habitants ou son histoire, et il va notamment se pencher énormément sur la rénovation de ces canaux. Comme ça, il va pouvoir parler du truc qui le fait le plus bander dans la vie avec Miyazaki, l'écologie. Donc voilà, c'est cool. En plus, comme dans un C'est pas sorcier en soi, il nous explicite les éléments durs à s'imaginer, non pas avec des maquettes, mais avec des dessins animés. Donc il y a un peu d'animation là-dedans. On reste quand même dans l'univers Ghibli habituel. Et non, c'est un film vraiment très fort, assez fondateur du style Takahata, qui est plus terre à terre que Miyazaki. Et encore, Miyazaki, c'est particulier. Et qui est vraiment bien pour un peu élargir notre culture Ghibli habituelle, parce que vraiment que parler tout le temps de Miyazaki,
Au bout d'un moment, ça casse les couilles. Mais une transition parfaite vu que l'autre film me casse les couilles aussi. C'est un film James Bond. Ouh, l'espion qui m'aimait, de Lewis Gilbert. Il a fait On ne vit que 2 fois, et donc on a réussi à échapper à ça dans la vidéo précédente, mais on va y retourner malheureusement, parce qu'il faut bien finir cette saga. Je lui ai mis C+, donc on peut dire que j'ai quand même plus apprécié celui-là que pas mal d'autres, notamment de la période Roger Moore, mais que c'est pas fameux non plus. Bon, déjà je trouve que le générique de début est peut-être l'un des meilleurs pour l'instant. Pour le coup, il a vraiment une identité visuelle propre, qui n'est pas basique comme pouvait être pas mal de ceux de Sean Connery, et qui a un appui assez fort. Même si bon, ça commence à casser les couilles de juste vous montrer des meufs à poil. Ce qui démarque ce film des autres James Bond, c'est on va dire qu'il veut se centrer plus que les autres sur la relation amoureuse de James, qui aurait pu en faire un bon film, mais ça en fait un truc basique, vu que c'est un genre de enemy to lovers, vu que la James Bond girl de l'épisode est une espionne russe, et donc vu le James c'est pour le capitalisme, ils vont être en conflit, et ils vont devoir travailler ensemble contre le gros méchant du moment. Voilà, donc une dynamique un peu intéressante, qui est surtout gâchée vers la fin, parce que la meuf elle devient juste une demoiselle en détresse, et comme il faut qu'elle tombe amoureuse de James, il le force pas mal dans les dernières minutes. Sinon je trouve que James a de meilleures réparties que dans les films d'avant dans celui-ci. Ça lui empêche pas non plus d'avoir des trucs nazes, et d'être naze d'une manière générale, mais aussi parlons un peu des antagonistes. Donc notre grand méchant a 3 scènes à peu près, et il n'a aucun charisme, juste que son bureau est au milieu d'un aquarium rempli de requins comme Vox, mais lui il dégage rien, donc c'est vraiment juste pour compenser. Et qu'on aura le personnage de requin, qui est un peu cool comme bras droit. Lui pour le coup il dégage vraiment quelque chose, même si pour le coup je préfère un peu Hot Job de Goldfinger. Il reste vraiment très efficace, et ses scènes d'action sont pas mal avec son style propre, donc la fameuse mâchoire en fer, et vu qu'il revient dans le film d'après, je pense que ça va être assez cool. Voilà, donc un James Bond un peu mieux, mais c'est pas une folie non plus. Revenons sur Takahata, avec Souvenir goutte à goutte, son 3e film des studios je crois. Lui il est particulier, je lui ai mis B+, film qui a 2 histoires. La première c'est une Tokyoïde de 27 ans qui travaille dans les bureaux et qui décide pour ses vacances d'aller en campagne chez la belle famille de sa sœur il me semble, et en parallèle va nous être présenté ses souvenirs de jeunesse. Bon, je vais expliquer un petit peu tout ça. À la base, Takahata voulait adapter un manga qui était une sorte de succession de sketchs autour d'une jeune fille, mais que pour lui il pouvait pas vraiment adapter ça parce qu'il n'y avait pas de fil conducteur. Bon, après il s'en battra un petit peu les couilles de ça dans Mes voisins les Yamada, mais en tout cas ça le bloquait, et finalement il a réussi à trouver cette histoire de la meuf adulte qui va à la campagne. C'est lui qui a imaginé ça, et c'est la partie la moins bonne du film. C'est assez chiant quoi, et quand on est là-dedans on a vraiment envie de retourner la partie à la jeunesse, qui là passe par plusieurs émotions. Ça peut être tendre, ça peut être touchant, ça peut être assez dur par moments. En plus l'animation est assez bien travaillée, assez spéciale. Pour les moments de flashback justement, on peut remarquer que pas mal de décors sont un peu manquants. C'est pour donner cette impression de souvenir vague où on n'a que l'essentiel. C'est bien pensé, c'est très démonstratif comme scène, alors que celles dans le futur elles sont assez trop explicatives, notamment tout autour de son envie d'écologie, qui est très bien en soi, hein. Surtout à l'époque c'était pas aussi convenu qu'aujourd'hui, mais au bout d'un moment ça fait un peu chiant. Ça marche mieux dans le documentaire ça par exemple. Après ça reste beau, hein. C'est magnifique, c'est ce que je veux dire. Les plans sur la campagne sont tous sublimes, surtout que là vu que c'est pas des souvenirs on a les décors en complet quoi, voilà. Mais bon, hein, et puis pour une partie qui se veut plus être fil conducteur et histoire, il se passe pas grand chose, parce que globalement l'un des plus gros éléments d'évolution c'est la relation qu'elle noue avec un cousin de la belle famille de sa sœur, qui finit presque en romance. Bon, ceux des japonais ils ont pas tout à fait les mêmes mœurs que nous, et il n'y a pas techniquement de lien de sang, mais ça reste un peu glauque, hein. Donc oui, c'est en soi un très bon film, très sympathique, mais pas un indispensable du studio je trouve. Et on a à peu près dans la même veine le film Arco de Hugo Bienvenu, sorti cette année, qui pour beaucoup en est sa révélation animation, mais moi je suis pas entièrement d'accord, je trouve que Amélie était beaucoup mieux, mais qui reste cool, hein. Je lui ai mis B+. Donc nous sommes dans le futur, dans un monde designé par Moebius, où les gens ont développé la capacité de voyager dans le temps avec des tenues arc-en-ciel, et un enfant un jour sur un caprice, parce que lui il peut pas voyager dans le temps vu qu'il est trop jeune, vole une des combinaisons et par accident va dans le passé, à une époque qui est toujours supérieure à la nôtre, mais inférieure par rapport à la sienne. C'est en 2074 aussi, ma mémoire est bonne. Là-bas il va rencontrer une jeune fille qui va prendre soin de lui et qui va le cacher, et ça deviendra concrètement E.T. Donc si vous êtes fan de E.T. ça devrait vous plaire, mais moi c'est pas mon Spielberg préféré. Je trouve pas que le genre en soi qu'il a inspiré est excellent, à part pour le géant de fer, mais ça reste tout mignonnet dans celui-ci. Parmi les qualités, on a les 3 personnages secondaires attachants qui au début m'ont un peu fait tiquer parce que j'ai cru que ça allait vraiment être les antagonistes vu qu'ils ont présenté comme ayant un objectif opposé à celui de l'héroïne, et donc je me suis dit que en tant qu'antagonistes ils feront un peu pathétique, mais non, c'est vraiment des personnages de soutien et donc par extension ils sont attachants et drôles. Aussi la fin et un peu ce qui se passe durant le dernier conflit sont très forts vraiment. L'idée est très bien trouvée et très tragique, moi j'aime bien. Pour les légers défauts je dois dire que l'animation est très belle, les plans sont vraiment magnifiques,
magnifique. Juste, j'ai un peu de difficulté avec le chara-design des personnages et leur expression faciale surtout. Mais c'est que moi, je pense. Et sinon, il y a vraiment beaucoup trop de grossièreté scénaristique, notamment autour des coïncidences qui sont trop forcées pour que j'y croie totalement. Un peu comme dans Le Bon, la Brute et le Truand, mais sans tout le reste de qualité autour. Enfin, sans autant de qualité autour, je veux dire. Et aussi le côté Miyazaki, parce qu'il y a clairement une inspiration à ce niveau-là. Et peut-être un petit peu trop montré, surtout pour la musique, qui dans son ton, sa tonalité, dans sa manière d'agencer ses instruments, est clairement une de Joe Hisaishi. Moi, ça m'a évoqué Princess Mononoke. Après, c'est pas un défaut, c'est juste une inspiration. Mais en tout cas, ça finit ce que je voulais dire sur ce film. Bon, maintenant, il nous reste 2 putains de films, et ça ne saurait trop tarder. Là, en avant pour le Spunch. Qu'est-ce que c'est que ce mot? Qui est donc un film de Marcel Pagnol, grand auteur émérite absolument connu dans le monde entier. Génie, je pense que ce n'est pas peu dire que de l'appeler comme cela. Mais bon, que raconte ce film-ci? C'est donc Fernandel, encore une fois, qui joue un vendeur d'épices. Mais son rêve, c'est de devenir acteur, de cinéma pour être précis. Et un jour, un peu par hasard, il va rencontrer justement une équipe de tournage. Il leur fait part de son rêve, mais eux, voyant qu'il est un tout petit peu con, lui font une blague en lui faisant croire qu'ils vont l'engager comme acteur. Et c'est ça, la définition d'un Spunch, c'est une personne lambda qui se prend pour un génie du cinéma. Bon, déjà, la note, je lui ai mis S-, pour quelques raisons assez simples. C'est ultra drôle pour commencer. Le texte, bon, c'est Marcel Pagnol, on s'y connaît, est écrit vraiment avec une rythmique des plus efficaces, qui est assez dingue à écouter. Surtout de nos jours, c'est pas fréquent d'avoir quelque chose d'aussi peaufiné en termes d'écriture. Généralement, on est plus dans un naturalisme, donc ça fait un peu pauvre la richesse des dialogues. Alors que là, non, on cherche, on utilise plein de figures de style différents, et ce genre de travaux nous désespère un peu de devenir auteur. Ouais, parce que quand tu vois des trucs comme ça, aussi bien écrits, aussi bien travaillés, aussi bien ciselés, tu te dis qu'écrire c'est vraiment quelque chose de compliqué. Mais Marcel avait ce talent, donc c'est super. Le texte c'est une chose, mais s'il est pas servi par de super acteurs, ça marchera jamais. Bah, heureusement c'est qu'il y en a. Je vais en citer 2 avant de prendre le gros morceau. Oran Demaziz, qui jouait déjà Fanny dans la trilogie marseillaise, et Fernand Charpin, qui lui jouait Panis dans la trilogie, sont parmi les meilleurs acteurs du film. Mais celui qui veut la vedette et qui de toute façon est le protagoniste, c'est évidemment Fernandel. Peut-être son meilleur rôle, je ne sais pas, j'ai pas vu toute sa filmographie, mais en tout cas celui-là il a une telle richesse dans le comique. Fernandel a toujours été super là-dedans, mais là il le rend tellement attachant avec sa bonémie, son sourire, etc. Et il nous fait des transitions ultra fines envers tout le triste que ce film peut donner, enfin le tendre plutôt serait plutôt sale mot, parce que Marcel Pagnol jongle souvent avec ces deux genres, et il réussit toujours à faire ça avec une finesse. Mais je pense ce qui permet de me faire dire que c'est au-dessus d'énormément d'autres de ces films, c'est pour les commentaires qu'il essaye de faire sur l'humour en général, et sur pourquoi c'est un art sérieux. J'ai beaucoup aimé cette scène en particulier, entre Fernandel et Oran. Cela dit, on a quelques défauts, surtout imputés à la vieillesse. Pas tant en termes de mort, ça va à peu près, surtout en termes de technique. Bon, déjà, Pagnol adorait utiliser des transitions vraiment chelous pour ses films, la transition étoile par exemple. Bon, ça c'est plus marrant que risible, mais c'est surtout pour le montage, et notamment la toute dernière partie, qui est pas mal dégueu. Il y a vraiment un sentiment de manque de scène à pas mal de moments, de coupes drastiques qui sont très bizarres, où en fait on a juste l'impression que durant le tournage ils avaient paumé les pellicules, je sais pas. Ça rend le tout un peu foutraque, mais ça arrive vraiment que durant les dernières scènes. Par contre, un truc plus régulier, ce sont les bruits parasites qui peuvent embrouiller le visionnage et qui sont plus fréquents. Donc dites-vous que si durant ma vidéo il y a eu quelques bruits parasites, c'était un genre dommage. Bon, pour le Spooch c'est fini. Notez que je crois que j'ai jamais réussi à le dire de la même façon une seule fois durant cette vidéo. Et il nous reste plus qu'un seul film, et heureusement putain parce que j'en pouvais plus te parler, c'est Kaamelott, deuxième volet, première partie, d'Alexandre Astier évidemment. Bon, déjà pour commencer, je vais vous expliquer un truc clair et simple. Je suis giga fan de Kaamelott, regardez-moi ça. L'intégralité de la série, j'ai pas encore les films parce que j'attends d'avoir la trilogie entière. Je suis trop content d'avoir ce truc, putain. Et les films, quoi j'en ai pensé? Le premier était assez en dessus de ça. Il y avait des trucs bien, il y avait des scènes vraiment très sympathiques, mais le rythme était pas non plus au beau fixe. Et c'est surtout dans sa gestion des personnages qu'il y avait une catastrophe. Et dans celui-là, pour commencer, je lui mettrai pas de note parce que ce n'est que la moitié d'un vrai film et ça sent beaucoup trop. Manque clairement le développement, en fait, c'est ce que je veux dire. En soi, on a que l'introduction, donc c'est assez difficile de donner un avis précis là-dessus. Je ne serai pas aussi catégorique que certains ont pu l'être, mais sachez que j'ai quand même passé un très bon moment, que j'ai pas vu les 2h20. Ça m'a fait rire, il y a même des moments où Astier a décidé de faire de la réalisation vraiment assez propre. C'était sympa. Les effets spéciaux sont beaucoup mieux que dans le premier film et sont assez crédibles, je dois dire. Et là, ça gère un peu mieux ses personnages si on prend en compte le fait qu'il y aura une suite dans un an. Ça casse un peu les couilles de devoir attendre un an. Surtout qu'on peut se demander quand est-ce que la décision de les couper en deux a été donnée. Parce que si c'était durant l'écriture, il y aurait quand même fallu
fallu mieux amener un petit peu à la fin, genre même le Hobbit 2 fait mieux, et si ça a été durant le montage, oui c'est compréhensible que ce soit cuté aussi sec. Après l'intrigue globale ce sera que les chevaliers de la table ronde qu'on connaît bien et ceux à en devenir vont faire chacun des quêtes séparées, donc il y aura Gauvin et sa team par exemple qui iront chercher Yvain, c'est vraiment l'intrigue la plus pourrie du film celle-là, c'est genre 2 scènes, mais vu qu'on sait qu'Yvain réapparaît dans la deuxième partie, peut-être que ce sera mieux. Tout ce qui se passe autour de Caradoc est vraiment très sympa, déjà c'est super drôle, et je pense vraiment que là encore c'est surtout l'introduction, mais pour la suite je pense que ça va être assez épique, quoi j'espère, même si, oui c'est sûr c'est dommage que Perceval soit pas là, malgré tout Acier lui aura quand même écrit 2 lettres qui sont vachement drôles, donc en ce qui me concerne, Acier a pas perdu son talent pour écrire ce personnage, après je ne sais pas, hein. Peut-être que si on aura un jour la chance d'avoir les scripts que Franck Pitiot avait refusé, on se dira qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche, le futur en décidera. Le trio de sorciers là qui va dans les souterrains, eux aussi j'ai adoré leur interaction. On aura Elias et Merlin, nos 2 adorés comme on les aime toujours, et un troisième qui s'appelle Cole, le fameux nouveau personnage, et il est superbement bien introduit je dois dire. Ensuite on aura surtout les jeunes qui vont vivre leurs aventures, qui là encore font juste introduction, donc c'est un petit peu dommage quoi, mais bon, on peut pas trop en vouloir au film pour ça je dois dire. Et puis il y aura Lancelot, qui lui a du vrai développement pour le coup, on apprend pas mal de choses sur lui, notamment parce que Méléagant est de la partie, et ça fait quand même plaisir de le voir. Il est un peu moins classe que dans la série par contre, c'est un peu spécial de le voir comme ça, j'attendrai vraiment la deuxième partie pour donner un avis fixe sur ça. Et le roi Arthur il fait pas grand chose, mais ce qui est bien c'est que c'est pas pour les mêmes raisons que dans le livre 5, c'est pas une redite, il sait se renouveler Alexandre, ça va. Bon, pour résumer mon avis sur le film, je dirais que ça m'évoque pas mal les premières parties des diptyques de certains épisodes de Doctor Who, où on sent clairement que c'était l'introduction pour un truc vraiment classe après. Donc si ça suit le même schéma, ça veut dire que la deuxième partie sera ultra épique, mais pour ça faudra attendre 1 an. Et aussi dernière chose, c'est que en l'état tel, ça fait pas vrai film, en tout cas pour moi, et que si on doit tenir la comparaison avec Kill Bill par exemple de Tarantino, dont Asia lui-même fait la comparaison, la première partie fait vraiment beaucoup plus film en soi, même sur la seconde, contrairement à KV2. Mais bon, ça sonne le glas pour cette sympathique vidéo. Je vous donne rendez-vous pour le mois prochain pour celle de novembre. Sur ce, voyez des films, évitez de vous couper la langue, ça fait très mal, et puis n'oubliez pas...